Bertrand Belin, bonjour. Bonjour. Alors vous avez sorti le 25 janvier dernier votre 6e album, Persona. Le premier album éponyme est sorti en 2005. Alors tout d'abord, bravo pour cette longévité. Et ma première question est un peu orientée. Je voulais connaître un peu les secrets d'une telle longévité à une époque où l'industrie musicale est peut-être plus dans la recherche de buzz et moins dans la construction de carrière des artistes. Et du coup, j'aurais une deuxième question qui est liée. C'est qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des jeunes artistes qui démarrent leur carrière en 2019 ? Il y a des choses qu'on peut expliquer, mais il y a aussi une part de hasard et de chance un peu dans tout ça. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est faire de la scène aussi. Et ma foi, j'ai commencé à faire des concerts avant même d'avoir sorti des disques, et dans des petits lieux, des cafés, des machins, des trucs comme ça, pendant longtemps, de nombreuses années. Je suis resté présent sur scène en dépit du fait que mes disques se vendaient pas comme des petits pains, quoi. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas un effort que j'ai produit, mais c'est simplement ma nature d'avoir persévéré, tout simplement. Je dois avoir une nature assez persévérante. Je me suis jamais trop posé de questions, j'ai jamais attendu le succès non plus. Quand j'ai fait mon premier disque, je pensais que ce serait le seul. Je trouvais important pour moi de faire un disque parce que j'avais écrit des chansons, ça faisait un petit moment que je les chantais et tout. Et bon, je voyais autour de moi des gens qui sortaient des disques, je me suis dit pourquoi pas moi, quoi. Mais enfin, j'imaginais me construire un peu un souvenir personnel, en fait, faire un disque et puis n'en faire pas d'autres, quoi. Puis continuer ce que je faisais, c'est-à-dire accompagner beaucoup de groupes, jouer avec d'autres artistes, etc., jouer dans des musiques instrumentales, comme j'ai beaucoup fait ça à une époque. Et bon, et puis ce premier disque, il a été assez bien reçu. Pas suffisamment pour devenir un succès, si on veut, du point de vue commercial, mais enfin, il y a eu un accueil critique très favorable. Et mes disques ont toujours reçu un accueil critique relativement favorable. Et je pense que ça explique un petit peu aussi la permanence de ma présence dans ce monde-là, quoi. Parce que, bon, j'ai pas fait perdre d'argent aux labels qui m'ont signé, dans le sens où j'ai jamais produit des disques qui coûtaient très très cher. L'accueil de la presse, finalement, je dirais des médias en général, le soutien de France Inter, de quelques radios comme ça, très peu de radios, mais surtout France Inter, et puis la presse écrite. Ce soutien-là, il a été très important pour moi, parce qu'il a fait un peu, je dirais, patienter un peu le public, en rappelant, tiens, ce type existe, il fait des chouettes trucs, mais bon, dans une forme qui ne remplit pas toutes les cases de ce que peut attendre l'industrie du disque, de ce qu'attend le versant commercial, si vous voulez, de cette affaire-là, quoi. Je pense que j'ai été maintenu à flot par la qualité de ce que je fais, si je peux me permettre, tel que ça a été décrit par la presse en tout cas. Ça a permis de maintenir une confiance comme ça. Et puis là, c'est mon 6e album, le 4e sur le label 5-7. Et puis bon, moi j'ai la chance d'avoir rencontré ce label aussi qui n'est pas une maison à la recherche de gros succès. Mais c'est très important pour eux d'en obtenir, bien sûr, pour maintenir la maison à flot et puis permettre aussi à des artistes comme moi de continuer à faire des albums, quoi. J'ai bénéficié d'un soutien de la presse écrite et de la maison de la radio aussi. Je pense que c'est pas anecdotique de le signaler. Et puis moi, j'ai jamais baissé les bras, quoi. La vie aussi autour de moi, ma propre vie m'a permis de persévérer aussi, dans le sens où j'ai pas de famille, j'ai pas fondé de famille, j'ai pas été confronté à des situations périlleuses. Enfin, ça m'est arrivé bien sûr, mais ça n'engageait que moi, quoi. Mais quand on a 30 ans, 35 ans, qu'on vit un peu d'expédients, que c'est un peu difficile de payer son loyer, etc., à un moment donné, on fait des choix, quoi. Et moi, j'ai préféré, j'ai eu la chance de pouvoir aller de temps en temps habiter chez les copains, d'habiter des endroits très petits et pas très confortables, mais de maintenir mon rêve en l'état, quoi. Donc ça doit dire que je pense que ma vie s'était un peu organisée autour de ça, quoi, quand même. Alors vous êtes en résidence au Tetris depuis le début de la semaine dernière. Alors pour nos auditeurs qui connaîtraient pas bien le jargon de la musique, la résidence, c'est quelle étape en fait dans le processus de création ? Une fois que le disque est enregistré, mixé, qu'il est fabriqué et qu'il est paru, donc très vite le tourneur, c'est-à-dire la société ou l'organisme qui s'occupe de trouver les concerts sur le territoire français puis ailleurs, dans les salles de concert comme le Tetris,
Ce tourneur, lui, il a commencé à contacter les salles avant même la sortie du disque, parce que ça se prépare très en amont quand même, les tournées. Il y a beaucoup de choses à organiser. Et donc les dates sont déjà prises, les rendez-vous avec le public, les concerts sont déjà prises. Entre la sortie du disque et la première date de concert, il y a un espace qui peut être de 15 jours, 2 mois, 3 mois, ça dépend un peu comment on s'organise, comment les gens sont libres, etc. Et donc là, dans cette période, il va falloir adapter au live l'album qu'on a enregistré, quoi. Parfois avec d'autres musiciens, parfois avec les mêmes mais moins. Et puis donc il faut répéter. Donc moi, pour ma part, ça s'est passé en deux étapes. D'abord des répétitions strictement musicales dans un studio de répétition à Paris. Et puis il nous faut investir un lieu dédié, quoi, une salle de musique actuelle pour occuper le plateau, travailler les lumières, reprendre le travail strictement musical aussi, mais in situ, quoi, dans les conditions du live. Ça suppose plusieurs jours consécutifs où on se met vraiment au travail avec la concentration qui est nécessaire. Et puis on est tous logés dans une maison ensemble. On est là vraiment 10 jours strictement pour ça, quoi. L'éclairagiste et le sonorisateur travaillent aussi en même temps que nous à l'élaboration de ce concert, et voilà, parce qu'il y a des nouvelles matières sonores, des nouveaux instruments, parfois des nouveaux instrumentistes, il faut intégrer les choses. Puis il y a une deuxième dimension aussi, c'est qu'il y a des disques précédemment, donc il y a des chansons, il commence à y en avoir quelques-unes, quoi. Et donc on va faire un concert, je sais pas, mettons d'une heure et demie. Le dernier album, on va le jouer quasiment en intégralité, mais il faut aller chercher dans les 90 autres chansons ou 80 ou 100 chansons qui existent par ailleurs, lesquelles on va intégrer, etc. Et puis leur donner, je sais pas, les intégrer au répertoire actuel en tenant compte de la production de l'album qui vient de sortir, et puis faire un travail un petit peu comme ça d'intégration, si on veut, des anciennes chansons, quoi. Puis surtout de choix. Ensuite, il va être question de savoir dans quel ordre on les joue, ces chansons, comment se déroule un petit peu ce qui est de l'ordre de l'énergie du concert ou de la dramaturgie, si on veut, du concert. Donc ça fait l'objet aussi de réflexion, quoi. C'est très agréable à faire. Et puis le dernier jour de répétition est souvent la veille du premier concert en public. Donc là, du coup, on va donner le premier concert mardi 26 au Tetris sur un plateau qu'on occupe déjà depuis une semaine, quoi. Parce que ça demande quand même du temps de bien faire les choses. Ma dernière question, c'est que justement cette résidence a lieu au Tetris au Havre. Je crois que vous avez eu le choix de plusieurs salles et vous avez choisi justement le Tetris. Donc effectivement, vous avez déjà un peu répondu à cette question par rapport à la date du premier concert qui a lieu le 26 février, qui démarrera la tournée. Mais est-ce qu'il y a un certain attachement sur le fait de choisir le Havre en particulier pour cette résidence ? Oui, bien sûr. Ouais, quand j'ai eu connaissance de cette opportunité, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion de venir au Havre pour des raisons qui ne sont pas toutes difficiles à expliciter, mais j'ai découvert cette ville il y a peut-être une quinzaine d'années, peut-être un peu moins, enfin 10-15 ans. À l'époque, j'étais venu avec le chorégraphe Philippe Découfflé jouer un spectacle au Volcan. J'étais resté une semaine parce que c'est un spectacle de danse, et dans la danse on s'installe un peu longtemps dans les théâtres. Donc j'étais resté comme ça une bonne semaine au Havre, et puis j'avais eu le temps, puisqu'on jouait que le soir, j'avais eu le temps de quand même découvrir la ville un peu comme un piéton, quoi, et de découvrir cette ville très singulière. Bien sûr, son architecture lui confère une identité très singulière, et elle ressemble donc à aucune autre ville à ma connaissance. Elle est très unique en son genre. C'est une ville qui est relativement méconnue parce que ce n'est pas une destination spontanément comme ça touristique, si on veut, quoi. Donc elle était assez méconnue. C'est pas une ville que j'ai vue, dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est une ville qui est connue, dont le nom est connu parce que c'est un grand port français, que c'est une ville importante. Et puis on sait bien que c'est le lieu aussi de départ de grands navires qui traversent l'Atlantique, etc. Donc bon, la ville on la connaît, mais on n'en connaît que la fonction un peu, quoi. Mais en approchant de cette ville, j'ai été très séduit. Je sais pas, je me suis senti immédiatement bien. J'ai découvert une ville qui avait, je trouve, gardé ses secrets, quoi. Et d'autre part, l'atmosphère portuaire est pas pour rien dans mon attachement aussi, parce que j'ai grandi moi-même au bord de la mer dans un port de pêche, et puis j'étais au lycée à Lorient, qui est aussi un port de commerce, un port militaire, un port de commerce, un port de plaisance et de pêche aussi. Dans toutes les activités portuaires sont représentées. Il y a aussi, c'est des infrastructures qui sont bien moindres, de plus petite taille, mais enfin, je me suis toujours senti très bien dans ces univers portuaires qui sont construits à l'échelle du monde et des transactions mondiales, quoi. Je sais pas, je trouve que c'est
j'ai l'impression quand je me balade sur le port et que je vois même de loin du haut de la butte, là, quand on voit toutes les installations, les infrastructures, on dirait que c'est une autre espèce que l'espèce humaine qui a investi les lieux et qui a fabriqué ces grandes structures démesurées sur des kilomètres et tout. Je sais pas, je pense que c'est l'expression d'un certain volonté ou génie humain, pas au sens forcément favorable du terme, mais en tout cas cette démesure, je me demande moi qui fabrique ça, quoi. Où ils sont ces hommes, où sont ces cerveaux et ces volontés de faire des choses aussi grandes et vastes. Jamais, si tout le monde avait été comme moi, on aurait inventé l'avion ou les tankers, ou les super tankers. Donc ça me donne l'impression carrément de visiter une autre planète, quoi, de me balader sur des ports comme ça. Je suis allé récemment à Rotterdam aussi visiter le port de Rotterdam qui s'étend sur des dizaines de kilomètres. J'ai eu cette même sensation d'être vraiment sur une autre planète, quoi, qui a une intelligence, une autre forme d'intelligence qui est à l'origine de ces constructions démesurées, quoi. Eh bien, merci beaucoup Bertrand Belin. Avec plaisir, merci à vous.